Et maintenant, c'est à Philippe de présenter notre cadeau d'aujourd'hui. Merci. C'est un cadeau de Noël, non? Non, pas encore. Après avoir passé la parole aux chercheurs, aux savants, là, nous passons la parole à un homme du métier, donc Jean Bouquin. Ce n'est pas la peine que je le présente, parce qu'évidemment, pour les gens de ma génération, c'est tout de suite Brigitte Bardot, c'est Saint-Tropez, c'est Johnny Hallyday sur scène, etc., etc. Mais simplement, je voudrais rappeler dire comment il est arrivé jusque nous aujourd'hui. C'est vraiment par pur hasard, comme tout à l'heure Céline parlait des hasards des rencontres. Lors de la séance de janvier dernier, il y a eu une communication par Claudette Johannis, ici présente, qui nous a parlé des bijoux d'homme. Et dans le dîner qui a rassemblé les organisateurs et les communicants, elle lance comme ça, entre la poire et le fromage, on dira, est-ce que le nom de Jean Bouquin vous dit quelque chose? Alors évidemment, pour moi, ça n'a fait qu'un tour. Mon sang n'a fait qu'un tour, puisque ça m'a vraiment reporté à des années de jeunesse. Et voilà, elle m'a dit, je le connais très bien. Donc j'ai demandé si elle pensait qu'on pouvait le contacter. Je l'ai contacté au Théâtre des Jazets, dont il est maintenant directeur depuis un certain nombre d'années. Et il a accepté de venir parler parmi nous. Alors bien entendu, plutôt peut-être de ses débuts dans le métier de tailleur pour hommes, au sein de la firme Renoma, mais aussi peut-être du hippie chic, naturellement, dont il est un des grands acteurs et des grands promoteurs. Voilà, je lui laisse donc la parole et je vous remercie de votre attention. Bonjour à vous, merci d'avoir attendu. Peut-être que vous pensiez aller prendre un thé tranquillement en bas au grand Colbert, et puis d'un seul coup on m'impose. Alors je vais essayer de vous distraire le temps que vous passez. Merci à vous. Voilà. Donc, c'est tout à fait inattendu. Je ne parle jamais de mon histoire ni de l'histoire. C'est un peu gênant par rapport aux gens qui étaient tout à l'heure, parce que eux parler des autres, c'est tellement plus facile. Voilà. Là maintenant, je suis un peu obligé de parler de moi et je m'en excuse. C'est pas facile. Mais si vous voulez bien rester, on va essayer de se distraire un petit peu. Et puis vous parler un petit peu de la mode. Alors, monsieur avait insisté que je parle de la mode de 1820 à 1970. On va faire plus court, parce que ça vous paraîtrait un peu long. Et moi, c'est plus mon époque, c'est-à-dire à partir de 1950 jusqu'en 70, et où j'ai pris mon essor ou mon envol. C'est plutôt en 1960, enfin dès 55, j'avais tout compris, et après j'ai mis en application. Voilà. Donc c'était... Peu de gens me connaissent. Il y a 45 ans que j'ai quitté la mode. Et donc, après, j'ai fait d'autres choses. Donc, évidemment, la mode a passé, mais la mode est faite pour se démoder. Donc, c'est pas très grave. Vous serez indulgent parce que j'avais pas préparé de dessin. Je ne savais pas comment ça se faisait. Donc, j'ai cette nuit sorti vite quelques photos qui pourront paraître comme ça à côté des professionnels qu'on a eu tout à l'heure qui étaient brillants. Bon, vous serez quand même indulgent et ferez une bonne note quand même pour moi. Voilà. Donc, mon vrai métier, c'est tailleur pour hommes. Voilà. C'est là que j'ai commencé à apprendre ce métier que je connais par cœur. Après, j'ai dérivé vers la femme et je vois que j'ai eu raison, puisque la parité aujourd'hui n'est pas là, étant donné qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, alors que c'est un traité sur la mode homme. Mais peut-être que les femmes ont la gentillesse de s'occuper des vêtements d'hommes. Voilà, donc je ne peux pas ne pas passer par ma petite histoire à moi, parce que c'est un hasard de la vie que je sois devenu couturier, étant donné que je suis d'une famille modeste. Mes parents étaient parisiens et je suis parisien depuis toujours. Je suis un très vieux monsieur maintenant. Et dès 1936, nous étions place de la République. On continue à l'être, donc je suis fidèle à tout dans la vie. Et puis mes parents, ma mère était blanchisseuse, donc c'est le métier le plus dur du monde. C'est le métier le plus terrible, parce qu'il faut laver le linge sale des autres. Voilà. C'est pas évident. Et mon père était photographe, brillant photographe, mais il avait choisi à partir d'un moment de tomber malade. Donc quand je suis né, il était déjà malade. Et ça a été un très très bon photographe, d'après ce que m'a expliqué ma mère et les photos que j'ai vues. Et arrivé à 14 ans,
après avoir réussi brillamment mon certificat d'études et un brevet de 50 mètres nage libre, parce que je me suis dit qu'il fallait savoir nager dans la vie, ma mère m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire, et moi je ne savais pas ce que je voulais faire, bien évidemment. Comme on sortait de la guerre, je m'étais dit pâtissier, charcutier, comme ça on ne crèvera pas de faim. Et puis ça n'avait pas l'air d'aller, donc maman m'a dit fais photographe comme ton père. Pourquoi pas, j'ai 14 ans et demi. Donc elle a foncé chez le bougnat d'en face pour téléphoner, en lui demandant, Madame Kaila, est-ce qu'on peut téléphoner? Oui, bien sûr. Alors elle a trouvé dans l'annuaire l'adresse de la meilleure école de photographie, puis elle lui a dit, voilà, j'ai un fils qui veut faire de la photo. On lui a répondu, formidable, il a quel âge? Il a 14 ans et demi, dès qu'il a ses 2 bacs, vous revenez nous voir et puis on lui apprendra la photo. Donc elle a retraversé en me disant, écoute, la photo, c'est pas bon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Dépêche-toi. Et là, j'aimais bien la nature, j'ai dit, pourquoi pas. Or, j'ai pas dit paysagiste parce que je savais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai dû dire jardinier. Donc elle est allée, elle a retraversé, elle est allée voir la bougnate et puis elle a téléphoné à Plaisir Grignon. Et là, on lui a répondu, formidable, on cherche des gens de qualité, pas pour remplacer le nôtre, mais pour faire des beaux jardins. Et écoutez, votre fils, dès qu'il a ses 2 bacs, il revient nous voir. Donc, ce qui fait que j'étais ni paysagiste ni photographe. Et par politesse pour mon père, j'ai jamais pris de photo de ma vie. Par contre, j'ai fait du jardin. Et ensuite, il y a cette chose merveilleuse, il faut rendre des fois aux gens ce qui est à César, c'est que dans les mairies, il y avait des centres d'instruction où on vous posait des questions pour savoir comment vous alliez devenir. Donc ma mère avait pris rendez-vous. Et puis là, j'ai parlé, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme, j'ai parlé, il m'a interrogé. Et puis il a dit après à ma mère, il faut lui faire de la mode, il a l'air d'aimer ça, je vais vous donner 2-3 adresses. Donc elle a donné une adresse, enfin 3 adresses, on a choisi la première qui était la plus proche. Et puis comme ça, il y avait moins de frais d'autobus. Et puis j'ai passé le concours et puis par bonheur, je l'ai réussi. Donc j'ai fait des études et c'était une école qui était mixte, mais où il y avait que nous enseignions l'homme et il y avait les jeunes filles qui apprenaient la mode de femme. Donc j'ai tout appris, le costume, le chapeau, les chaussures. Je sais exactement à peu près, j'ai pas vu tout le monde parce que vous étiez de dos, mais je sais les mesures, je sais comment faire un costume parfaitement et c'est mon métier. Donc j'ai appris ça pendant 3 ans, il y a eu un concours. Comme j'étais particulier, dans la 3e année, le directeur m'a dit, écoutez, Bouquin, il faut quand même que vous arrêtiez parce que vous venez chercher une jeune fille, là, ça la pousse mal, qui était en 2e année, en 3e année, on faisait des stages, et vous venez en scooter, c'est pas bien, donc il faut mieux que vous arrêtiez. Alors on m'a viré, et j'ai voulu passer le concours seul, libre, et comme j'avais de la revanche à prendre, j'ai eu le premier prix de la ville de Paris. J'ai eu un grand prix avec 25 000 francs à l'époque qu'on m'a donné et que j'ai vite donné à ma mère pour la rembourser de tout le mal que je lui avais fait. Donc voilà, je suis rentré dans la mode, mais à ce moment-là, c'était une mode, il n'existait pas grand-chose. C'était des gens comme Arnis qui faisaient la mode, il y avait des gens comme Vormez, il y avait des gens comme Alphen et Romoli, mais sinon, c'était de la mode tout bas. Les gens s'habillaient le dimanche et le reste du temps, ils ne s'habillaient pas, ou alors modestement. Et moi, j'ai eu cette chance d'être d'une famille très modeste qui faisait que dans la blanchisserie, alors ça va vous paraître évidemment inintéressant par rapport à tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, mais c'est ma vie. Et là, je suis là aujourd'hui, c'est sur l'assistance de Macron et puis de Montebourg qui ont assisté auprès de monsieur pour que je vienne, n'est-ce pas? C'est ça. Et donc, ils voulaient que les choses s'arrangent en France. Et pour que ce qui concerne dans la blanchisserie, à l'époque, maintenant, vous n'allez plus dans les blanchisseries, vous avez d'abord les machines à laver, puis quand on va au lave-au-pois, on paye et puis on se le fait. Avant, dans les blanchisseries, on payait une fois qu'on avait le linge propre fait. Donc, à la fin de l'année, il restait toujours des paquets. Et ces paquets, ils appartenaient à la blanchisseuse. Donc, finalement,
on faisait le tri au bout d'un an, et puis ça revenait, les draps. Donc j'ai encore des draps qui nous restent, on ne sait plus quoi en faire. Et puis des vêtements d'hommes et des vêtements de femmes. Et ma mère, avec mon frère, nous habillait avec ça. Donc j'allais à l'école de mode avec des vêtements qu'on avait récupérés. Et puis, naturellement, je n'étais pas encore véritablement un homme, je n'étais pas encore la taille qui correspondait aux vêtements abandonnés. Donc les amis croyaient que j'avais lancé une mode parce que j'étais toujours habillé très large. Donc ils pensaient que j'avais déjà lancé une mode avant tout le monde. Et puis il s'est dit, ce type est formidable, il lance une mode. Alors que, voilà, le seul exemple, et je vais passer après aux choses sérieuses, c'est que ma mère qui rêvait que j'ai un frère qui avait tout piqué, il est intelligent, beau, magnifique peintre, sculpteur, enfin il a tout piqué, et puis moi il ne me restait plus rien que la débrouille. Et ma mère voulait qu'on devienne des gens bien, je lui remercie. Et elle avait des clients notables, bien sûr, des gens qui étaient aisés pour pouvoir aller chez la blanchisseuse. Et elle disait qu'il voulait faire du sport. Donc on nous a inscrits dans un truc d'étudiants qui est le PUC, qui est un club formidable. Et là, il fallait acheter des vêtements. Donc ça coûtait cher. Donc ma mère a récupéré un caleçon d'un client, elle a cousu devant un caleçon blanc, la tenue était blanche, elle a récupérer un caleçon, et puis j'avais un caleçon pour aller faire du sport. Et il y a une magnifique photo que ma femme a gardée, dans laquelle tous les copains sont avec des shorts, et puis moi j'ai un caleçon, et vous voyez qu'après on est vite complexé. Ceci m'amène à cette chose, c'est que ça m'a donné envie de m'habiller. J'avais cette envie folle de m'habiller. Et là, je ne sais pas si ça va marcher parce que j'ai fait vraiment les choses au hasard et Balthazar. Là, c'est moi qui mets un mot, c'est pas très important. Et voilà, ça c'est moi en train de couper, on est passé trop vite, mais c'est pas grave. Et je pensais qu'une chose, c'est comme tous les jeunes gens de 16-17 ans, juste après la guerre, c'était l'envie d'être beau, de plaire, et on pensait qu'à soi. Donc je cherchais tout ce que je pouvais pour m'habiller, et j'embêtais ma pauvre mère quand j'ai commencé à travailler ou en stage. Si je rentrais, à ce moment-là il y avait des heures de déjeuner, et je rentrais à midi, je me rasais, je me changeais de chemise, changeais de cravate, changeais de costume, et je reprenais le travail à 14h chez mes patrons, et j'étais retransformé. Donc j'ai fait ça pendant toutes les années où j'étais l'employé. Jusque chez Renoma, je faisais pareil. Et j'ai fait différentes maisons où j'essayais de leur faire comprendre ce qui allait devenir la mode et ce qu'il fallait faire. Naturellement, souvent les gens sont obtus, ils pensent surtout à la caisse enregistreuse. Donc après, j'ai malheureusement dû faire, enfin malheureusement, j'ai fait comme tout le monde mon service militaire, je suis parti en Algérie. Et puis je suis revenu et j'avais fait un stage chez quelqu'un de formidable qui s'appelle Bormez, que je n'ai pas revu d'ailleurs, je le regrette, et qui étaient des gens formidables et qui avaient plusieurs boutiques dans Paris, ils étaient dans le 16e. Et là, j'ai fréquenté les gens du 16e, avec tout ce que ça comporte, de bon et de plus difficile. Et j'ai là appris mon vrai métier, et puis si on peut dire, encore que le bon goût, il faut savoir ce que c'est, mais j'ai appris ce qu'était plutôt à éviter le mauvais goût, grâce à ce Bormez. Puis ce Bormez, je me suis marié, je suis revenu de l'armée, et puis j'étais brillantissime d'après ce qu'il me disait. Et puis il avait pris un jeune homme qui était aussi de la même école que moi, mais qui était plus nouveau. Et puis quand je suis revenu de l'armée, il fallait qu'il me reprenne. Alors, il y avait ce garçon, Michel Bertonneau, et puis moi je dis à Michel Bertonneau, je sais comment faire pour pas aller en Algérie. Moi, malheureusement, si vous allez, je te donne la combine, et puis tu vas pas avoir à faire la guerre d'Algérie. Donc, il fallait aller, il se fait réformer, et mon patron me dit, écoutez Jean, parce que vous êtes extraordinaire, c'est formidable, vous êtes un homme. Est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? J'ai dit, écoutez, monsieur Francis, il y a beaucoup de difficultés, c'est pas la peine de dépenser de l'argent. S'il avait des choses désagréables à me dire, vous me le dites tout de suite et on va gagner un tour. Non, je vais vous inviter. Alors il m'a invité, ça s'appelait New York, c'était à côté d'Alma Marceau. Un après-midi, à midi, il faisait beau, comme aujourd'hui. Et puis il me dit, Jean, vous avez trop de qualité, il ne faut pas rester chez nous. Donc il m'a dit de partir. Et la plupart de mes patrons, ça a été comme ça.
Et c'est grâce à eux si j'ai réussi. C'est leur médiocrité qui m'a permis d'avancer. Donc, je suis parti. Nous habitions avec mon épouse rue de la Gaîté. On était avec 2 mètres sur 3 comme chambre. Les 3 mètres étaient dans le sens de la hauteur. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait rien. Et puis, on vivait comme on pouvait. On essayait de se battre, c'est évidemment. Et donc, j'ai essayé de trouver du travail. Alors, j'en ai trouvé passage du Lido, grâce à mes diplômes, grâce à mon entre-gens. Et puis, je suis allé chez un nommé Eddy, qui était à l'époque la Côte. Tout le monde allait. En fait, il s'appelait aussi la Côte, donc c'était bien. Et là, j'ai commencé à habiller des gens connus. Habillé, toujours en homme, bien évidemment. Que ce soit Trenet, que ce soit Sammy Junior, enfin, les gens connus venaient. Et moi, j'avais toujours cette envie de mode. Il paraît que j'étais élégant et que j'étais bien de ma personne, donc ça plaisait. Et puis, très vite, ça s'est dégradé avec la Côte. Et je suis allé après Boulevard Saint-Michel, c'est une maison qui s'appelait Gilliot, qui était des gens d'Alfred du Nord. On faisait de très beaux vêtements. Et là, j'étais vite devenu, en même temps, celui qui faisait un petit peu la création et puis la vente. Et puis, il ouvre une affaire à Marseille. Avec mon épouse, on rêvait d'aller sur la Côte d'Azur. Et il me promet qu'il va me donner Marseille. Et puis, il ouvre Marseille, il ne me le donne pas. Alors, je lui dis, bah, écoutez, je suis navré, je vous quitte. Et puis, j'ai fait une annonce pour trouver une place à Aix. Et là, il me dit, non, Jean, j'ouvre à Aix bientôt, je vous donne la direction d'Aix. Donc, je pars en combat. Et finalement, il ouvre Aix, il ne me donne toujours pas Aix. C'est-à-dire qu'il voulait me garder parce que je lui faisais gagner de l'argent. Donc là, j'ai donné mon compte. Et puis, je suis parti. Et il y a un fournisseur qui nous fournissait des costumes qui est venu me voir. Il m'a dit, voilà, je monte une affaire. Et cette affaire, elle sera passage du Lido. Tu fais ce que tu veux, tu décores, tu en fais tout ce que tu veux, tu es le patron. Donc, je suis allé en Italie, je suis allé en Angleterre, j'ai fabriqué les vêtements. L'avantage avec l'Italie, c'est que vous faites faire tout ce que vous voulez, ils vous appellent docteur et il n'y a aucun problème. Ils vous donnent en même temps les vêtements et puis ils vous disent il y a une jeune femme qui vous attend dans l'hôtel si vous voulez. Bon, j'étais jeune marié, ça ne m'intéressait pas, mais voilà. Donc je suis allé en Italie, en Angleterre, j'ai fait des modèles et puis en quelques mois, on est devenu numéro 1 à Paris. Alors j'étais content parce qu'on était à 50 mètres de chez Eddy, mon ancien patron, comme ça je lui faisais montrer que ce qu'il avait eu tort de ne pas me donner des considérations. Et puis là aussi, j'étais 3 associés, finalement, à un moment donné, vous dérangez, je travaillais comme un fou, et puis ça allait plus. Alors je suis parti, et puis j'ai pris un peu de repos parce que je travaillais beaucoup. Et il y a un ami qui est venu me chercher, je dis ça, c'est parce que c'était quelqu'un de bien, et il s'appelait Souamis, il a créé la marque Sisley. Et ce garçon qui était formidable, il n'a pas créé Sisley à cause du peintre, c'était un mec du 16e, il a créé Sisley parce qu'il y avait un cheval qui s'appelait Sisley, il jouait tout le temps, il perdait tout, mais il continuait à jouer Sisley. Et donc, d'ailleurs, il a perdu Sisley, il a perdu la vie, puis il a perdu Sisley. Et donc, ce garçon me dit, c'est un truc incroyable, il y a des gens qui montent qu'on monte une affaire rue de la Pompe, chez Renoma. Ça ne s'appelait pas encore Renoma, c'est White House. Et ils se sont trompés, ils font un bid, ils ont acheté les murs, ils vont faire faillite. Il n'y a que toi qui peux les sauver. À ce moment-là, j'habitais Saint-Germain-en-Laye, il était venu me chercher. Je suis venu voir l'endroit, j'ai dit, c'est génial, comme c'était situé à 20 mètres des Janson de Sailly. J'ai dit, mais si jamais ils me demandent que je donne de l'argent pour y travailler, j'accepte. Donc je vais voir ces gens-là, ils habitaient rue du Temple, la République, il y avait 2 fils et les parents. Et là, alors tout ça, ça vous ennuie, c'est certainement, mais moi ça me fait du bien parce que je me dis que dans le fond la vie est belle. Et donc, je vais chez eux et puis on commence à 7 h du soir, on finit à 2 h du matin et je leur dis, voilà, moi je vais vous faire votre fortune. Combien vous voulez gagner? Je dis, bah voilà, je gagnais 1800, vous me donnez 1500. Par contre, alors il me dit, oui, mais il nous faut qu'on fasse 30 millions par mois, sinon on saute. Ben, je dis, je fais vos 30 millions, et tout ce qui est au-dessus, vous me donnez un pourcentage. Ils disent, d'accord. Et puis on finit vers 2 h du matin, je leur dis, vous allez me trahir, vous n'allez pas écouter, il n'y a que moi qui décide, il n'y a que moi qui fais les vendelles, il n'y a que... Je suis, voilà, c'est comme ça ou pas. Et ils disent, ok, pas de problème. Et puis, le succès arrive, le garçon, le père, Crépiti,
Il allait à la synagogue rue Notre-Dame de Nazareth, qui était à 2 pas. On lui disait, Simon, mais c'est formidable, comme ton ramage va bien avec ton plumage et tout. Et il a donné des vêtements qu'il apportait rue de la Pompe. Et moi, j'ai dit, mais non, c'est pas nos accords. Je ne fais pas de pantalon antérieur, je fais que des étoffes nobles. Il n'y a rien de synthétique qui rentre. La femme a dit, oui, écoute, Jean, écoute, ça va pas. Donc, je lui ai dit, non, moi, vous avez trahi, je m'en vais. Alors, il m'augmente 2000 francs. Ce qui m'arrangeait puisque j'allais avoir bientôt un enfant. Et puis, on repart. Et c'est ça que je voulais vous raconter, c'est parce que c'est comme ça qu'il y a eu ce déclenchement. Alors, ils avaient un très bon tailleur qui s'appelait Aimé, un type formidable. C'est pas eux qui coupaient, c'était Aimé qui fabriquait. Un type formidable avec un autre qui s'appelait Macquart. Et puis, on faisait des vêtements formidable. Mais c'était la mode vieillée, c'était près du corps, et comme on faisait dans les années 60. Et là, il y a cette chose étonnante qui va intéresser les gens qui sont intéressés par la mode, puisque c'est quand même le clivage, c'est que la cisure, c'est qu'on avait en face les plus belles jeunes filles du 16e, il y avait la future femme de Sardou, la future ceci, la future Pio Junio, enfin, toutes ces jeunes filles qui avaient 16, 17 et jusqu'à 20 ans venaient, mais nous faisions que l'homme. Et arrive cette chose que j'ai sentie extraordinaire. Alors naturellement, j'étais allé à Londres, j'étais allé en Angleterre, je fais fabriquer la même chose, on peut venir les tissus du monde entier, et je fabriquais tout, et je faisais tout, sauf les costumes qui étaient fabriqués par le fameux Aimé et avec le monsieur Crépiti. Et lorsque ces jeunes filles viennent, c'était la mode du pantalon de velours, qu'on avait fait énormément de pantalons de velours avec des plis, avec un revers, et ces jeunes filles volent ces pantalons-là. Et ils viennent, ils fouillent, ils voudraient ça. Alors, ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'à l'époque, les dames qui sont ici le savent pour leurs grands-parents, c'est qu'il n'y avait pas de fermeture éclair devant. La fermeture éclair était sur le côté, où elle était derrière. Déjà, il y a très rares personnes qui mettaient des pantalons, et celles qui mettaient des pantalons, la fermeture éclair était soit derrière, soit le côté, mais jamais, au grand jamais devant, c'était honteux. Et là, ces jeunes filles demandent à ce qu'il y ait la fermeture éclair, qu'il y a le poignard. Le poignard, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'attribut dans lequel l'endroit où les messieurs peuvent mettre leurs attributs. C'est-à-dire, il y a toujours un côté du pantalon qui est plus large. Ils volent ça. Ils volent les revers, les plis. Ils volent tout comme hommes. Et on fait du pantalon pour femme à tout va. Et là, j'ai compris que, en fait, la femme voulait le pouvoir. Elle l'a pris inconsciemment par le vêtement. Et puis, alors on a fait venir des chaussures des États-Unis, de Loafers, dans lequel on mettait un $9 dedans. Et là, ça a mal commencé parce qu'il y avait toutes ces jeunes filles. Alors, il y avait les 2 fils Crépiti qui ont continué après moi, qui étaient encore à Janson, qui avaient 16, 17 ans, 18 ans. Et puis, ils auraient bien voulu séduire les jeunes filles, mais ils n'arrivaient pas à séduire. Alors, la façon de les séduire, c'était de leur filer des pompes, des chaussures. Et moi, je vais voir M. Crépiti, je lui dis, c'est gentil, mais le soir, on ramasse une dizaine de paires de chaussures usagées, et les jeunes filles partent avec des chaussures neuves, et c'est votre fils, vos 2 enfants qui les donnent. Dans 3 mois, quand on va faire l'inventaire, vous allez me dire que je suis parti avec la caisse, donc je vous donne mon compte. Parallèlement à ça, et pardonnez-moi, parce que j'ai eu des papiers, je n'avais pas besoin, il vient un client, et c'était intéressant parce que la dernière gravure de monsieur tout à l'heure montrait des choses. Il vient un client qui s'appelait Lacloche, il était antiquaire à Rome, et ce brave Lacloche, que je ne connaissais pas, me dit, voilà monsieur, je veux 7 costumes sur mesure. Monsieur, formidable, on va les faire. Alors, je vous conseille, c'était à l'époque où ils avaient sorti un magnifique film que j'ai adoré avec Grégory Peck qui s'appelle L'homme au complet gris. Et le vêtement qu'il a dans le film était très très bien coupé. Alors j'ai oublié de taper, mais on va taper, c'est encore moins. Alors ça va plus, ça faut remonter dans l'autre sens. Ça va pas du tout mon histoire. Voilà, là c'est mes pères, c'est ma marque. Ça c'est comme on était habillé dans le temps quand j'étais gosse. Voilà. Alors ça c'est plus tard, mais c'est pas rien. Mais je veux le dire dans l'élégance. Et ce qui est dans alors c'est très important finalement. Ce Lacloche, je lui dis, monsieur, je veux faire un fil à fil, c'est le tissu le plus facile, et ça passe très bien, et elle est agréable à porter. Il me dit, bon d'accord, fil à fil. Et je dis, vous savez ce qu'on va faire, parce que vous en voulez 7, on va faire un camailleux, on va partir d'un gris moyen, et on va finir sur un gris foncé. Comme ça, vous aurez 7 costumes identiques, mais différents.
Ah, il me dit non, non, vous n'avez rien compris. Je veux 7 costumes dans le même tissu, dans la même couleur. Bien, monsieur, bon, si vous pensez que c'est mieux, d'accord. Alors, on va faire une chose, je vais vous faire un croisé, un avec 2 fentes, un avec droit, avec un petit revers, un grand revers. On va faire un petit peu comme ça, avec 3 boutons. Non, non, monsieur, vous n'avez rien compris. Les 7 costumes identiques. Et ce monsieur, je l'ai cherché partout, je le dis avec émotion, je ne l'ai pas retrouvé. Et donc, ce Lacloche, il vient faire ses essayages. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Il ne me dit pas ces gens-là, il me dit ces cons-là. Ben, il dit, ben, je travaille, je fais tout, mais il faut partir d'ici. Vous n'avez pas compris qu'ils ne valent rien. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous acheter un magasin. Ma fille venait de naître en 64. Je vais vous acheter un magasin, trouvez-le, je vous l'achète, et puis comme ça, vous allez faire vraiment ce que vous méritez de faire. Bon, naturellement, je suis crédule, j'y vais. Je vais à avenue Victor Hugo, je trouve une très belle boutique à vendre, 45 mètres de façade, démodé, chemisier des années 27, donc ça n'avait plus d'intérêt. Ils vendaient 45 millions, donc mon Lacloche revient, et j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé. Il m'a dit, on va visiter, on visite le local. Oh, il dit, c'est bien et tout, il parle un peu avec le propriétaire. C'était les murs qui étaient en vente. Et puis, il me dit, qu'est-ce que vous allez faire? Je dis, voilà. La boutique, en façade c'est très grand, à l'intérieur c'est très grand. Je vais faire un jardin. Et puis on fera des vêtements au sous-sol et les gens achèteront qu'au sous-sol. En haut ça sera que des jardins. L'été ça sera l'été, le printemps on va mettre... Et je ne fais que des jardins. Et il m'a dit, vous êtes épatant, je ne me suis pas trompé. Quand je reviens, on l'achète. Et je l'attends encore. Et il n'est jamais revenu. Et plus tard, bien plus tard, j'ai compris que, en fait, il avait fait comme les parents font pour certaines gens ici, c'est-à-dire qu'il vous apprend à faire du vélo et puis tu lui dis, tu me tiens bien, papa, tu me tiens bien. Et il y a longtemps qu'il ne vous tient plus et vous savez faire du vélo. Donc je crois que ce monsieur que j'ai cherché, que je n'ai pas retrouvé, j'espère qu'il a su que j'avais réussi quand même à m'échapper de Renoma, a vu ça, mais je ne l'ai jamais revu. Et donc, partant de ça, il m'avait d'un seul coup ouvert les yeux. Et j'ai donné mon compte. Et à Pâques 64. Et là, je savais que, je ne connaissais pas grand-chose, mais je savais que c'était à Saint-Tropez que tout se passait, grâce à Bardot. Et donc, je suis parti un week-end à Saint-Tropez, pendant que je faisais le mois de préavis. Et c'était le moment du tournage de notre ami, le gendarme de Saint-Tropez. Puis je prends le train, moi je ne connaissais pas, j'arrive à Saint-Raphaël, je dis c'est où Saint-Tropez? Il faut prendre le car, on prend le car, on fait 4 heures de car, et puis j'arrive à la gare routière, et puis je dis c'est où le port? On me dit c'est là-bas. Bon, finalement je raccourcis, je trouve des locaux à vendre, des garages à bateaux. Je reviens, je dis je peux téléphoner, j'appelle un monsieur qui s'appelait Germain, et puis je lui dis voilà, je suis intéressé pour acheter votre magasin. Je n'avais pas un premier sou, bien sûr. Et il me dit, pas de problème, écoutez, si vous voulez, je rentre à Paris mardi, puisque c'était Pâques. J'ai dit, ben moi aussi. Et il dit, voyons-nous à 9h. Je dis, 9h, ça ne m'arrange pas, j'ai d'autres rendez-vous. En fait, c'est pas vrai, j'allais travailler chez Renoma. Donc j'ai dit, 1h, je peux, parce que là, j'avais mon heure de table. Puis j'ai vu ce monsieur, je lui ai loué la boutique, parce que j'ai dit, la saison est commencée, vous ne pouvez pas la vendre comme ça, je vous la loue, et puis à la fin de l'année, je vous l'achète. Et donc, il m'a donné les clés, j'ai fait les travaux, puis on a ouvert en juin avec ma femme. J'ai pris ma femme sous le bras, j'ai fini mon préavis fin avril, puis on a fait les travaux, on a pris une chambre d'hôtel avec ma fille, et puis j'ai ouvert. Et puis là, j'ai fait venir tous les vêtements, tous les tissus, toutes les choses que je connaissais par cœur, parce que ça faisait un paquet de temps que je faisais la mode. Et tout de suite, alors le vendredi, on a ouvert le vendredi, il n'y avait pas un client. À 11h, personne. À 3h, il vient un monsieur, que lui aussi j'ai cherché. Et je lui ai dit, il m'achète pour 168 francs, et puis il me donne 200 francs. Alors j'ai dit, depuis ce matin, on n'arrête pas de faire de la monnaie. C'était déjà du baratin. Donc j'ai été faire de la monnaie, et puis ce garçon, ça n'a plus jamais arrêté. Le 3e jour, il y a Aznavour qui m'a demandé de lui faire une veste, alors qu'il était financier de chefté de la Pilus. Et puis après, il est arrivé Bardot, il est arrivé tout le monde. Ce que je voulais dire, c'est que la mode homme,
mais plus beaucoup de gens, il y a 3 ou 4 qui ont des cravates. Moi, j'ai pas mis de cravate parce que je n'ai plus de chemise dans laquelle je rentre, sinon j'aurais mis une cravate. Mais j'ai mis des chaussettes pour la première fois depuis très longtemps. C'est que la mode a beaucoup bougé, bien sûr, et j'en suis sans doute un peu le fautif. Là, c'est cette gravure, j'ai trouvé ça cette nuit en regardant, je ne dors pas la nuit, il était 2 heures du matin, et puis j'ai vu ces 2 garçons que je connais, Patrice Lecomte et Blanc, et puis ils sont à Cannes. Et là, on voit mal sur les photos, il y en a un, il a un très joli costume gris ou élégant, il a les chaussures marron, et l'autre, il a un costume marron et des chaussures noires. Alors, soit ils étaient à l'hôtel, à la même chambre, ils se sont trompés de chaussures, et voilà ce qui était le bon goût. Et le bon goût, je reviens à ce que je voulais vous dire au départ, c'est que quand j'étais jeune, je montais sur les boulevards des Italiens, il y avait une boutique extraordinaire d'un monsieur à qui j'ai parlé, mais comme un gosse, et qui s'appelait Fashionable. Et ce Fashionable, aujourd'hui, il ouvrirait une boutique qui sera encore en avance sur tout le monde. C'était extraordinaire. Et j'allais voir ces modèles que je ne comprenais pas trop ce que c'était. Et ce Fashionable était formidable. Alors, quand j'ai pu me mettre à mon compte, les 2 tailleurs de chez Ronoma m'ont demandé de venir avec moi. Moi, je ne voulais pas les prendre par politesse. Et ils se sont dit, non, on ne veut plus travailler avec eux. Ils sont venus, ces 2 tailleurs. Et puis, moi, je coupais, je faisais tout ce que je savais faire. Et puis, ça n'a plus arrêté. Donc, on fabriquait. J'ai ouvert des boutiques à Paris, j'ai ouvert 12 boutiques en France. Et on a fait de la mode homme et de la mode femme. Au début, c'était 50-50. Puis, il est arrivé ce dont je vous ai parlé tout à l'heure sur ces femmes qui voulaient prendre le pouvoir avec les pantalons. Et les hommes voulaient chouchouter et le cocooning. Et donc, eux, ils n'avaient plus envie d'être virils. Donc, un jour, il vient David Bowie. Il y a un rayon d'un côté où il y a les femmes, un rayon où il y a les hommes. Il va chez les femmes et il prend un pantalon, il y va, ils partent avec. Je fais le mariage de Mick Jagger qu'on doit voir ici. Là, c'est Johnny, c'est une anecdote, mais c'est pas grave. C'est le premier de ça, c'est Bardot que j'avais habillé un peu long. Là, c'est Air. Et donc, ça, je vais vous en parler parce que à mon avis, c'est tout le sens de notre réunion. Et donc, Bowie vient, et je l'habille, et Mick Jagger se marie avec Duncan Jagger, et il se met un pantalon de femme, et il se plaît là-dedans. Alors, ce qui est étonnant pour les gens qui sont un peu du métier, puisque le but, c'était la mode homme, c'est que la femme a 32 de montant, 30 à 32 de montant. Le montant, c'est la différence entre l'entre-gens et la taille. Et les messieurs ont 20 à 22. Pourquoi? Parce que les dames font des enfants, les messieurs ne font pas d'enfants. Quand on est du métier comme moi, on le sait. Donc, un homme ne peut pas rentrer dans un pantalon, il se sent mal à l'aise puisqu'il n'a pas le même montant. Et identique pour la femme. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, je voulais en parler parce que je suis un peu le fils spirituel de Jacques Esterel, qui était un couturier, qui chantait, qui a tout fait, qui a fait des pièces de théâtre, et qui a fait surtout ce qu'on a prétendu que j'avais lancé, ce qui n'est pas vrai. Il avait lancé le Vichy, et il avait habillé Bardot avec du Vichy, ce Jacques Esterel. Et puis après, il s'est perdu, comme souvent quand les gens ont du succès, il a voulu créer la mode unisexe, qui était une très mauvaise idée, et là, il est tombé dans l'oubli. Donc il fallait faire attention. Donc, quand Bowie alors j'ai habillé les Stones, j'ai habillé les Pink Floyd, j'ai habillé tout ce qu'il y avait de pop musique. Et quand Bowie rentre dans le pantalon, il se sent bien à l'aise. Il n'a pas envie d'être dans un pantalon d'homme. Vous voyez, c'est de la folie. C'est-à-dire qu'en une demi-génération, le corps s'est déjà transformé. Le corps s'est transformé. Et j'ai vu des gens qui sont venus m'interroger, des philosophes et autres, qui voulaient comprendre pourquoi. Et notre ami Mick Jagger, pareil, il se sent bien dans un pantalon de femme. Comme quoi tout a été modifié. Et on a vu plus tard que les femmes ont vraiment pris le pouvoir. Alors, naturellement, il y avait Simone de Beauvoir qui avait au moment essayé de parler du troisième sexe, mais moi je pense que ce qui m'intéresse dans la mode pour hommes, c'est de revenir aux vraies valeurs et au fait que l'élégance. Alors, je voulais vous regarder la photo qui est là, c'est une photo que j'ai vue au mois de juillet, dans Le Point, par hasard, tout à fait, par hasard. Et puis je feuillette et je trouve cette photo de Bardot et le texte est, ils sortent de Deauville du casino, Saxe, une Texac qui était un type insupportable, a joué et ils ont joué toute la nuit. Ce que je voulais vous montrer, c'est un costume que j'ai fait à Brigitte Bardot.
Et moi, je me suis même étonné en voyant la photo il y a 3 mois, c'était le 28 juillet, ou le 30, c'est pas grave. Elle a passé la nuit. Regardez comment est le vêtement. Je suis fier d'avoir fait ce vêtement. On dirait que les mannequins que tout à l'heure un monsieur a montré, ils sont mannequins, on a repassé pendant 3 heures le vêtement. Elle sort d'une boîte de nuit. Lui, vous voyez dans quel état il est déjà mal habillé, mais c'est pas moi qui l'habillais. Et elle a le costume est impeccable, le pantalon est impeccable, il tombe à la bonne hauteur, il y a tout ce qui est comme ça. Donc, je veux dire que mon secret, c'est d'avoir appliqué chez les femmes ce que je faisais pour eux. C'est uniquement ça. Je n'ai aucun talent, j'ai simplement transféré. Et puis, il y a une chose qui était intéressante, la dame tout à l'heure a parlé des tissus, il n'y a pas de possibilité de mode s'il n'y a pas de tissus. C'est les tissus qui m'ont enrichi, si je puis dire, dans tous les sens du terme, puisque j'ai arrêté en 1971, et puis en 1971, je ne génère plus d'argent, je suis bénévole dans mon théâtre, et je vis avec ce que j'ai gagné quand j'étais dans la mode, ce qui n'est pas le cas de tous les couturiers. Et donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il n'y a pas de secret, c'est comme un architecte, c'est une construction. Alors, les hommes politiques, je regarde, sont tous très très mal habillés, bien évidemment, aussi bien Montebourg que Macron dont j'ai parlé, qui veut lui se faire moderne avec son ceinturon et son col ouvert jusqu'à là, qui lui donne un grand coup. Mais la mode homme était formidable. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est ma passion, bien évidemment. Et puis, je suis allé vers les femmes, d'abord parce que je suis attiré par les femmes, bien évidemment. J'ai passé ma vie à les habiller, j'en ai jamais déshabillé aucune, j'en suis fier parce que c'était pas mon but. Je suis toujours très ami avec toutes, j'ai habillé le monde entier, que ce soit Greta Garbo et notre ami Rita Hayworth et Jackie Kennedy et autres. Ils sont tous venus me voir parce qu'à un moment donné, il y a une espèce d'engouement. D'un seul coup, on se dit, ce type-là, il faut qu'on le voie. Il y a 2 personnes chez qui les stars soient très attentives, c'est leur coiffeur et leur couturier. Le coiffeur en disant j'ai une sortie ce soir, fais-moi belle, et Bardot me téléphonait à 5 heures du soir en disant je n'ai rien à me mettre, essaye de me faire une robe pour ce soir, j'ai une première. Donc je ne lui faisais pas une robe, je lui en faisais 2 que j'allais livrer à Avenue Paul Doumer parce que j'ai dit 2, c'est comme elle est un peu caractérielle, s'il y en a une qui ne plaît pas, elle mettra l'autre. Et donc j'ai fait ça toute ma vie. Alors c'est parti de quoi? C'est parti de... En 48, mon père qui était malade, on était à Romorantin. Et il y avait Jacques Tati qui sort un film qui est extraordinaire, qui s'appelle Jour de fête. Et ce Jour de fête, que j'ai vu en 48, il montre comment on peut faire la poste rapide. C'est un film extraordinaire. Après, il a pris la grosse tête comme la plupart des gens, ce que j'ai essayé de ne pas faire. Et donc, après, il s'est perdu avec Playtime. Et donc, ce Jour de fête, il montre comment on peut délivrer le courrier. Il ferait bien de le mettre en pratique aujourd'hui, parce que les gens ne reçoivent plus le courrier. Et je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut faire vite. Et puis, il y avait les Japonais, vous arriviez dans un... Moi, je ne suis jamais allé au Japon, mais vous arriviez dans un hôtel au Japon, on vous disait, on prenait votre numéro de chambre et tout, et on disait, vous faites le costume, vous restez combien de jours? 3 jours, vous aurez le costume, ils prenaient les mesures, et 3 jours après, le type est parti avec 2-3 costumes qui étaient 10 fois moins chers qu'à Paris. Donc, résultat, je me suis dit, il faut faire très vite. Et donc, j'ai fait les costumes dans la journée, à plein de gens, je ne vais pas vous énumérer tous, c'est sans intérêt. C'est pas, j'ai fait des costumes, j'ai fait 150 films dont j'ai fait les costumes, j'ai fait pour Jean Villard qui est venu me chercher, pour Jean-Louis Barrault, j'ai fait R, bien évidemment. Enfin, les costumes, ma personne n'est pas intéressante. Ce qui était intéressant, c'est d'un seul coup que la personne soit bien dans sa peau. Et c'est ça que les gens avaient oublié. Or, avant, les gens se déguisaient, ils s'habillaient le dimanche, et ils se déguisaient tout comme tout le monde. Et moi, je me suis attaché à que les gens que j'habillais s'habillent comme ils avaient envie, pour que leur vie soit plus agréable. Et c'est comme ça que, par bonheur, je suis tombé à un moment de la vie où il y avait un changement, un basculement, et qu'ils ont trouvé, comme j'avais les plus belles étoffes du monde, et que j'étais raisonnable, et ils ont aimé mes vêtements. Voilà. Donc c'est en cela. Mais ce qui est intéressant alors ça, c'est un magnifique article que vous n'allez pas lire, mais vous avez bien raison, que ma fille a retrouvé, qui est maintenant 52 ans, et qui avait écrit Katia Koch, qui était complètement folle dans le Nouvel Observateur, et elle m'appelle l'indigène de la Bastille, et elle dit que je suis énorme, je suis 1m90, en fait j'en fais qu'à 83, et elle m'a sublimé, là c'était avec Anna Karina, on allait faire un film. Et elle dit très gentiment que
elle m'a dit, mais comment ça se fait, comment vous faites pour avoir une année d'avance sur les autres couturiers? Alors je dis, j'ai pas une année d'avance, j'ai une vie d'avance. Parce que je prévoyais tout ce qui allait se passer. Et que ça soit tous ceux qui ont disparu, que ce soit Saint-Laurent et autres, et ils se sont inspirés. Moi, je n'avais aucun mérite, c'est parce qu'on n'invente rien. J'ai fait le smoking pour femmes, simplement parce que le problème, c'est qu'on n'invente pas un smoking, on n'invente pas la saharienne. Berger qui ça continue tout à l'heure, il y avait une image de Saint-Laurent. Ah non, c'est dans la rue, j'ai vu ça. Il y avait une image de Saint-Laurent, il n'existe plus, on essaie de faire du pognon sur son nom, comme tout le monde font. Voilà. Et moi, j'ai justement voulu arrêter en 68, il y a eu mai 68, et puis en 69, j'étais dans l'atelier, là, en train de coudre, comme vous avez vu tout à l'heure la photo. Ça, c'est Gainsbourg et Birkin que j'ai fait rencontrer. Et donc, j'entends la radio, parce que je travaillais beaucoup, je coupais, puis j'écoutais la radio, puis à France Inter, ils interviewent M. Balmain. Alors, d'abord, c'est un couturier, on l'appelle Maître. Maître, comment voyez-vous la femme cette année? Alors, on entend un long silence, enfin, il y a un long silence, et puis d'un seul coup, il dit, cette année, je vois la femme en jaune. Je me dis, mais si à 55 ans, 60 ans, je vois la femme en vert, il faut que je me sauve en courant. Donc, j'ai eu la première fois envie de partir en courant. Et puis, j'habillais Jacqueline de Lubac. Alors, Jacqueline de Lubac, c'était la femme la plus élégante que j'ai rencontrée dans ma vie. C'est une femme extraordinaire. Elle était l'avant-dernière femme de Sacha Guitry. Il en usait beaucoup, mais c'était l'avant-dernière. Et elle m'a dit, Jean, vous êtes l'égal de Poiret. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux que Poiret qui avait libéré la femme avec le corset? Moi, je libérais, j'ai enlevé les pinces-poitrines, j'ai enlevé tout ça, j'ai fait des petites épaules. J'ai dit, il faut mieux que j'arrête parce que je ne pourrais jamais faire mieux que ça. Donc, c'est comme ça que particulièrement ça s'est passé. Alors là, c'est une photo où, toujours dans les fameux, je suis dessus d'ailleurs, il y a Birkin et Gainsbourg. Et Gainsbourg, c'était l'homme à l'oreille de chou et qui était habillé comme Boris Vian, c'est-à-dire qu'il était rasé de près et il avait un col anglais, et puis on voyait que sa tête et son nez. Et puis j'ai eu à le rencontrer pour faire des films, on est devenus amis, et je l'ai transformé. Et j'ai transformé le Gainsbourg du Poinçonnet des Lilas après. Ensuite, malheureusement, j'ai pris ma retraite en 71, et après, il a plutôt mal tourné, et ça s'est mal fini. Mais là, après, j'étais plus responsable. Et je lui ai fait rencontrer Jeanne Birkin parce que je faisais le film La piscine avec Delon, qui était un ami, que j'avais déjà habillé bien avant. Et elle est venue chercher ses vêtements, et à ce moment-là, Gainsbourg tournait un film à Sainte-Maxime. Ils se sont rencontrés chez moi, et puis se sont rencontrés. Après, j'étais complice. À mon avis, à ce moment-là, elle n'était pas libre, Birkin, parce qu'ils se voyaient en douce en bas de mon atelier. Et puis, comme c'était un tout petit bistrot, comme le bistrot n'avait pas du bon vin, je leur apportais les jours des bonnes bouteilles de vin. Donc, on était très restés amis. Et j'ai transformé Gainsbourg en lui mettant des vestes de smoking et des jeans, en lui mettant... Enfin, après, il était moins bien rasé. Enfin, il y avait tous ces changements qu'on a fait petit à petit. Et puis, bon, après, ça c'est Bardot, qui était habillé pour les polos dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est Bardot dans le tournage. L'ours et la poupée, et je l'avais habillé en gitane. Ça, c'est Birkin, que j'habillais. Alors ça, c'est le mariage de Mick Jagger dont je vous ai parlé. Bon, si vous arrivez à voir, parce que en plus c'était en couleur, mais comme je ne sais pas faire, j'ai amené que des trucs en blanc que j'ai fait ce matin. Il a un pantalon de femme sur lui, qui sans intérêt d'ailleurs ce pantalon, simplement qu'on était en 69 et qu'à ce moment-là tout était permis. Elle a un chemisier noir qui est pour le moins transparent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis mais c'était du tissu de 1925, très ancien, et puis une très jolie jupe. Donc je les avais habillés tous les deux. Ça, c'est avec Nathalie Delon, qui venait de quitter Delon. Ça, c'est notre ami Jean Luvaro qui était venu me chercher pour faire les costumes de Rabelais. Et puis, il avait été viré de l'Odéon. Alors, il me dit, faut que je trouve un endroit. Et ben, je lui ai dit, écoutez, il y a un endroit formidable, c'est l'Élysée-Montmartre, parce que c'est un endroit de catch et c'est un ring. Si vous voulez, je connais Douglas, on va le louer. On a loué il a joué sur un ring, il l'a relancé parce qu'il avait été viré. Il avait dit à l'Odéon, vous voulez l'Odéon, prenez-le. Et puis, quand il a voulu revenir, Pompidou a dit, bah, vous l'avez abandonné, c'était trop tard. Donc, et là, il avait une vingtaine de musiciens
démodé, ringard, en queue de pie. Et je lui dis, vous ne pouvez pas faire mes costumes avec de la musique comme ça. Par contre, je connais un très jeune garçon qui n'a pas encore été connu, mais qui fait des choses fabuleuses dont on va parler. Si vous voulez, je vous le présente. Et je lui ai présenté Paul Larrec, qui a fait la musique de Rabelais, dont vous avez retrouvé les costumes, je crois. Ensuite, ça c'est Birkin. Alors ça, c'était un jeu, parce que je l'ai dit tout à l'heure bêtement, j'ai pas besoin de prendre des mesures, je connais les mesures par cœur. Et puis Birkin venait à l'atelier, et elle me disait, mais tu ne prends jamais les mesures. Alors j'ai pris 1 mètre, j'ai dit, Pierre, donnez-moi 1 mètre. Et j'ai pris 1 mètre et j'ai dit 98 de poitrine. Et elle avait à peine 72, elle n'avait pas de poitrine. Mais c'est pas grave, elle était gentille. Ça, c'est Schneider qui a dit tout le bien de moi qu'on pense. Ça, c'est quand je faisais du patchwork. Alors que je faisais du patchwork, mais je ne faisais pas du patchwork simplement, c'est parce que j'avais acheté des tonnes et des tonnes de tissus, des pièces entières à Lyon, et c'était des tissus de 25, de 1880 et autres, et il n'y avait que des tout petits morceaux. Alors je réunissais ça et on faisait des vestes dedans où naturellement les artistes sont raccolés. Alors ça, c'est très étonnant parce que c'est déshabillé. Moi, j'étais invité à ça, c'est à Moulins, et c'est dommage, il n'y a pas de pliants. Elle m'a téléphoné pour que je fasse quelque chose. Et quand j'ai vu ce qu'elle voulait faire, j'ai surtout pas voulu. Tous les chanteurs du monde, je les ai habillés. Tous les chanteurs du monde, je les ai habillés. Mais là, elle montre des vêtements, mais c'est insupportable. Et je voulais pas me mêler à ça. J'essaie de tous habiller, mais là, c'est d'un mauvais goût rare. Mais c'est pas possible tellement que je sais pas ce que ça va donner, mais c'est très, très. C'est un témoignage. C'est le témoignage d'une époque. Et moi, j'ai pas voulu y aller parce que j'ai dit c'est tout. Voilà, donc je regarde ce que j'avais quand même noté parce que j'ai dû oublier plein de choses. Voilà. Excusez-moi, c'était vraiment impromptu, c'était avec mon cœur et sans me prendre au sérieux. Voilà. Ça, je vous l'ai dit, ça, je vous l'ai dit, ça, je vous l'ai dit, Bob, il s'est dit tout ça. Est-ce que je peux poser tout de suite une question, Adélaïde ? Mais on s'interrogeait justement avec ma voisine, donc, mais comment vous faisiez tout de même pour faire si vite ? Si vite ? Oui. Je faisais si vite, je vous l'ai dit, c'est à cause de jours de fête et autres. Simplement que, alors je reviens sur mon passé. Enfant, vous savez, dans la blanchisserie, vous avez une blanchisserie, puis il y a un coin de cuisine où on habite. Et puis, moi, je faisais mes devoirs au bord de la table, et ma mère, elle repassait, puis il y avait les 2 ouvrières aussi qui repassaient. Et ma mère, elle faisait 12 chemises à l'heure. Et vous pouvez vous renseigner dans le monde entier, elle repassait 12 chemises à l'heure impeccables, amidonnées, tout plié et tout impeccable. Et la plus grande de ces ouvrières que j'ai connues, puisqu'elle a été longtemps, jusqu'en 78, blanchisseuse, elle avait 3 boutiques dans Paris, cette brave femme, et il faisait 5 ou 6 quand c'était des gens merveilleux. Et elle faisait 12 chemises à l'heure. Donc j'ai vu comment ma mère travaillait. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun mérite parce que quand vous êtes enfant de ces gens-là, le matin, elle me levait vers 7h pour aller à l'école. Elle était déjà à la table à repasser. Et le soir, quand j'allais me coucher pour faire les devoirs, elle était encore à la table à repasser. Donc, dans ma tête d'enfant, elle a toujours travaillé. Quand il venait, par exemple, quand j'ai ouvert... J'étais le premier magasin au monde à ouvrir le soir, la nuit. Et à Saint-Tropez, on ouvrait jusqu'à 3h du matin. Et j'avais eu du nez parce qu'ils sortaient des muscardins, les gens les plus riches, Pompidou et tout ça, on s'en fout. Et puis, il y en a un qui avait payé le repas, puis l'autre, ils étaient gênés. Alors, c'était 4-5 couples. Ils rentraient, et puis ils voyaient cette boutique ouverte, à 2 pas des muscardins sur le bord de l'eau. Et, ah, tiens, Clotilde, machin... Et ils achètent des pulls, des cachemires et tout ça. Et je faisais de l'argent jusqu'à 3h du matin. Et à 8h du matin, j'étais ouvert. C'est comme ça que des gens sont venus. Et Bardot est venu chez moi. Je ne la connaissais pas. Elle est venue simplement chez moi parce que j'étais ouvert et que tout le reste était fermé. On lui avait dit, il y a un fou, tu devrais aller le voir. Elle est venue en barque de la Madraille. J'ai vu ses pieds nus. Moi, j'étais parti, j'étais en train de coudre, à même le sol.
Puis j'ai vu ses pieds, j'ai reconnu tout de suite ses pieds, parce que j'avais vu ses films. Et elle a dit, oh, ça me plaît, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Elle était avec Bob Zachary, un type magnifique. C'est le seul qui l'a vraiment aimé, qui n'en a pas profité. Et qui n'a pas profité d'elle. Les autres, ils étaient tous Günther Seck le premier. Et moi, je connais Brigitte depuis toujours. Elle m'a écrit pour mon anniversaire. On s'adore et on est restés amis, comme la plupart des artistes. Et donc, elle m'a dit, Jean, elle pas dit Jean, mais elle prend tout ça, puis ce que je ne veux pas, je vous le renverrai, puis vous me donnerez la facture. Et elle est partie en barque. Puis elle m'a téléphoné, elle avait trouvé le téléphone, et puis elle m'a dit, non, on ne va pas faire comme ça. Je veux que vous me fassiez une collection. Vous venez à la Madrague. Vous savez où est la Madrague? Oui, madame, je sais. Je ne savais pas où c'était, mais j'ai trouvé. Et le lendemain, je suis allé la voir. Elle partait tourner Viva Maria. Elle m'a dit, vous faites les costumes, je vous fais une collection. Et je pars avec un journaliste et on va vous faire tout ça. Et pendant un mois, je lui ai fait une collection. J'allais la voir souvent. Et puis, anecdote, ça n'ira pas plus loin qu'entre nous, on n'est que 8000 à écouter, c'est que 2-3 fois, je me fais avoir, j'arrive et puis ça rentrait plus du côté de la poitrine. Je ne comprenais pas. Après, j'ai appris que son seul petit problème à Brigitte, c'est qu'elle a la poitrine un peu lourde. C'est la deuxième plus belle femme du monde que j'ai habillée. La plus belle, c'était Valérie Lagrange. La deuxième, c'était Bardot. Et la troisième, c'est Johanna Schrimkus. Je les ai tous habillés, mais celle-là, c'était magnifique. Et Brigitte avait un peu la poitrine un peu lourde. Et souvent, dans les photos, elle levait les bras pour que ça remonte. Donc, quand je suis arrivé, souvent, j'étais embêté parce qu'elle venait de se faire une piqûre. Mais elle ne me le disait pas, bien évidemment. Alors, mais je savais que 2 jours après, ça allait repasser. Donc, elle est partie avec ses vêtements. Et puis, elle est revenue au mois de septembre, ils avaient fait un reportage, elle est parue, avec la couverture, je suis parti avec les vêtements plein mamal des amis de mon couturier Jean Bouquin, et dedans, elle avait fait 6 pages, naturellement, c'était parti, bien évidemment. Alors, pourquoi j'allais si vite? C'est à cause, naturellement, de moment, et puis je sais exactement comment il faut faire. Si vous avez un morceau de tissu, je vous coupe un pantalon à lui ou à lui tout de suite, je connais par cœur. Donc, un ciseau, et donc, je travaillais jour et nuit. Jour et nuit, je travaillais. Et je vous dis des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. J'avais à l'atelier, j'avais 35 ouvriers qui cousaient. On voulait savoir 35 ouvriers. Voilà, je vous dis, j'avais 35 ouvriers et c'était 35 Yougoslaves. C'était l'époque de Tito. Ils avaient été le plus grand importateur de Yougoslaves. Ils s'entendaient aussi bien les Croates que les Bosniaques. Et je coupais la nuit et je m'allongeais à 5 heures du matin, mais devant la porte de l'atelier, pour que quand il rentre, il soit obligé de me réveiller. Il me réveillait, je me jetais un coup d'eau, je recoupais encore ce qu'il y avait à couper, et puis j'allais chercher ma fille pour aller l'emmener à l'école. Et après, j'allais dans les boutiques, j'allais 2-3 fois par semaine à Saint-Tropez. Ma femme me téléphonait à 5 heures du soir, elle me disait, il y a pour un tel ce soir, telle tunique, tel ceci, tel cela. Je dis, bon, je l'ai fait, je prenais le dernier avion, et le soir, en sortant du biblos, le type, il avait ses vêtements. Et un jour, on me téléphone de l'Olympia, et il y a les ballets de Dick Sanders qui n'ont plus les costumes. Et c'était la première le soir. Il y avait 18 costumes à faire. Et j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Ils savaient ça. Je fais les 18 costumes dans un tissu qu'ils n'avaient jamais vu. Et j'ai oublié le nom du chef d'orchestre. Et j'arrive, je livre les costumes. Il me dit, ah, j'ai pas de chaussures. Donc j'ai cavalé chez un bottier pour lécher les chaussures. Et j'ai fait les costumes dans la journée. À l'Opéra de Genève, ils font la Vogue Joyeuse. Et ils ont un costumier. Et le type appelle les costumes et les dessins et tout. Et puis d'un seul coup, il leur casse sous la bras. Il restait 15 jours. Il y avait 120 costumes à faire. Je prends le pari, il ne me donnait pas grand-chose. C'était 30 000 francs à l'époque, 3 millions. Quoi. Enfin, de l'ancien, donc je sais pas, ça fait 30 000, je ne sais pas quoi ça fait d'ailleurs, c'est pas important parce que je ne les ai même pas touchés. Et donc, c'était à Genève. Donc, je coupe, je fais. Il y avait 120 costumes, avec des ténors et tout ça. Moi, je n'avais jamais fait des costumes d'opéra. Et je ne pensais pas que les gens d'opéra, ils avaient une poitrine comme ça, alors que vous ne pourriez pas. Et donc, je fais les costumes, et puis je monte avec 3 ouvriers. Et à l'époque, c'était yougoslave, ils ne pouvaient pas passer en Suisse. Je dis ça au type, on est embêté. Et il me dit, c'est pas grave, vous descendez à telle gare, on vient vous chercher, on les met dans le coffre, on passe. Donc on passe, et j'arrive à l'opéra, et je vois les gars comme ça. C'est-à-dire que tous mes costumes, il manquait ça. Je téléphone au bureau, et c'était l'avant-veille de la première. Je téléphone au bureau, je dis, écoutez, vite, vous m'envoyez Paul, et dedans, vous allez chercher tel tissu, telle référence, tel ceci, cela. Il vient avec des colis, et demain matin, je l'attends au train. Il arrive au train,
C'était le jour de Noël, les gabelots, tout colis comme ça. Alors, le douanier, bonjour, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez les factures? Est-ce que vous avez ceci? J'ai dit à Paul, tu me suis? Oui, d'accord. Je prends le colis, moi, lui prend le colis, on passe, et on court encore, ils ne nous ont pas arrêtés. On a fait les costumes qui manquaient. J'ai fait dans cette nuit-là 20 pantalons que j'ai cousus moi-même parce qu'il y avait tous les cœurs. Et puis arrive le soir de la première, le soir même. Et puis là, c'est un grand opéra. Et puis il y a 5 étages. Et puis vous avez les micros. Maintenant que j'ai un théâtre, je sais comment ça se passe. Madame Weinstein, dans 5 minutes en scène. Madame Weinstein, en scène maintenant. Et la robe, on était. Alors il y avait cette brave femme qui cousait. Et moi, j'étais en face d'elle. Et elle est en grande coude. Et je tirais dessus pour que ça aille plus vite. Elle a fini enfin la robe. J'ai descendu à 5 à 5 les escaliers. À l'époque, je pouvais courir. Et je jette la robe, la dame la met, elle va sur scène. Le type patron de l'opéra, et j'en avais fait 121 parce que j'avais fait cadeau à la patronne de l'opéra, j'avais fait une robe en plus. Et le type m'a dit, on n'a jamais... Ils ont applaudi d'abord les costumes. Ça a été une folie à scène. Alors, après, j'espérais toucher mon argent, et puis, comme s'il y a des problèmes de douane, ça a été piqué par les impôts, je n'ai jamais touché l'argent. Donc, j'ai l'habitude de travailler très très vite, et je le fais vite. Dernière anecdote, et je vous embête plus si tant est qu'on vous embêtait, c'est qu'un jour, j'ai été ouvert jusqu'à 2h rue Saint-Benoît, et je fais les costumes avec Deneuve, c'était ça n'arrive qu'aux autres. C'était un film de Dany de Trintignant, elle venait de perdre son bébé, et elle a voulu se guérir avec mon ami Jean-Louis de ça, et elle fait un film. Et elle prend Deneuve, et elle prend Mastroianni. Et à ce moment-là, ils ne sont pas ensemble. Mais ils viennent faire les essayages sans arrêt, et d'un seul coup, il a l'air de plaire à Mastroianni, Mastroianni a l'air de plaire, et finalement, ça se passe chez nous, ils se rendent amoureux. Et là, Mastroianni dit, oh là là, mais j'ai toujours rêvé des vestons comme ça, mais pourquoi j'en ai pas des vestons? Et il vient avec Claudia Cardinal, avec qui, le lendemain, ils partent pour faire un film en Italie. Et j'ai dit rien, j'ai dit, ah, mais Claudia, qui était un peu ronde, dit, mais moi, je ne rentre jamais dans ces robes-là, c'est pas fait pour moi, je peux pas, c'est pas ça. Je dis rien, j'ai dit, vous êtes où? Il me dit, à l'hôtel, chez Louis Dubuchon, c'était l'hôtel à la mode à l'époque. Et on part à 8h du matin, on prend l'avion pour Rome, on tourne demain soir. Bon, très bien. Je rentre à mon atelier, je passe prendre un ouvrier que je savais qui habitait rue des Coutures Saint-Gervais. Je lui dis, dépêche-toi, Bozana, qui met son pyjama, il se casse. Et je fais la veste, la robe pour notre amie Claudia Cardinal. À 6h du matin, je suis à l'hôtel chez Louis Dubuchon, je dis, c'est pour eux. Il leur donne. Le soir, elle m'appelle de Rome, et lui aussi. Il me dit, c'est formidable. On était fous de joie et on était heureux. Naturellement, c'était offert. Et après, il est devenu client. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y avait un type extraordinaire qui revient en France, que j'avais été le premier à amener, c'est Brioni, qui est un vrai couturier, tailleur italien, et qui fait magnifiquement les vêtements. Et moi, j'avais été chercher, recéter les chaussures, pancalier les chemises, bien sûr, et Brioni. Et Brioni, c'est un monsieur... Et dans les couturiers, il y a eu Cardin a travaillé chez Smalto. Et seul Smalto savait faire des costumes de qualité extraordinaire. Bon, c'était cher, mais à l'époque, quand j'ai débuté dans la mode, il n'y avait rien. C'était le désert complet. Vous voyez, il y avait Brumel, il y a la belle jardinière, et tout était à faire. Donc, j'ai aucun mérite. Les gens étaient avec des chaussettes blanches le dimanche et des semelles de crêpes. C'est-à-dire que les gens étaient tous habillés pareil. Et là, il y avait tout à faire. Et par bonheur, j'ai eu la chance de le faire. Et puis d'aimer ce que je faisais avec passion. Et puis d'avoir eu l'idée d'aller chercher des tissus introuvable dans le monde entier. Voilà, c'est tout. J'ai aucun mérite si ce n'est que d'y avoir cru et puis d'avoir arrêté avant d'avoir la grosse tête. Ça aussi, oui. Bon, mais... Comment pouvez-vous nous expliquer comment vous avez justement fermé votre dernière boutique quand vous avez décidé... Comment avez-vous fermé votre boutique quand vous avez décidé de quitter ce métier? Comment j'ai... La boutique. La boutique? Comment? Oui. Laquelle? Parce que j'ai eu 12. Celle où on venait chercher des robes et vous aviez demandé... Comment je l'ai payé? Oui, voilà. Non, c'est-à-dire qu'à la fin de la saison, j'ai rappelé mon ami Germain, je lui ai dit, je vous l'achète à la fin de la saison, je lui ai acheté content. Non, c'est pas ça. Non. Alors, c'est moi qui vais peut-être rappeler... Je lui avais fait que louer. Non, je vais rappeler un épisode dont vous m'aviez parlé. Il me semble me souvenir, parce que ça m'avait beaucoup frappé, que en fait, dans une de vos boutiques, est-ce que c'était à Paris ou à Saint-Tropez, je ne me souviens plus, vous aviez dit,
aujourd'hui, c'est gratis. Ah oui, non, ça c'est autre chose, c'est le jour où je me suis arrêté. Ah voilà, le jour où vous êtes arrêté, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que mon père est mort il y a 61 ans. Et bien sûr, comment ne pas aimer son père, j'adorais mon papa. Et puis cet homme, je ne l'ai pas bien connu puisqu'il est mort il y a 61 ans. Et puis quand on est jeune, on se dit on ne va pas vivre plus vieux que ses parents. Donc, quand je suis arrivé vers 30 ans et que mon père était mort dans les années où il avait presque 40 ans, j'ai dit pour que je m'arrête très vite, je m'arrêterai à 40 ans. Au moins, lui n'a pas pu bénéficier de ses enfants qui avaient grandi, de la vie. Il a fait que s'embêter avec la guerre, avec ceci, cela. Donc, moi, je m'arrêterai à 40 ans. Et d'habitude, les gens disent qu'ils s'arrêtent, ils ne s'arrêtent jamais, bien évidemment. On dit oui, je m'arrête demain, ils ne s'arrêtent pas. Et puis il s'est passé cette chose de Balmain, cette chose de Madame de Lubac, et puis les événements de 68, et j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? C'est tellement... La mode, c'est tellement illusoire, c'est pas sérieux, c'est fait pour se démoder, c'est rien. Il y a des choses plus importantes qui vont se passer. C'est là où je suis un côté visionnaire. Je savais que le monde allait changer, que ça allait mal se passer. J'avais tous ces gens qui sont drogués, des gens comme Mick Jagger qui se traînaient à Saint-Tropez avec son Keith Richards et tout, avec de la cocaïne, où le commissaire ne disait rien, et où les enfants, on les bousculait parce qu'ils voulaient des autographes. On virait les garçons, et l'autre, il avait les petits garçons, et eux, ils avaient la cuillère dans les oreilles. Donc tous mes amis, que ce soit Pierre Clémenti, que j'ai habillé dès 66, il était en prison, j'ai gardé son fils. Donc moi, je voulais le dire tout à l'heure, j'ai avant tout humaniste, c'est-à-dire que je viens d'un milieu tellement bas que j'ai voulu rembourser. Donc je dis, je ne peux pas prendre du pognon. Je prenais du pognon plus que Claude François. Et je lui ai dit, c'est insupportable à un moment quand vous n'êtes pas fait comme ça, ça devient... indécent, ouais, un jambon beurre, ça me suffit, je ne vais pas prendre 17 jambons et 24 maîtresses. Donc, j'ai dit, je m'arrêterai à 40 ans, puisque j'avais... Et puis, les choses ont fait que, finalement, ça allait tellement vite que je me suis arrêté le jour de mes 35 ans. Et j'ai dit à mon épouse, on avait encore 3 boutiques ouvertes, j'ai dit, demain, on donne les vêtements. Ah, mais t'es fou. Mais dis non, on n'est pas fou. J'ai toujours entendu que demain, on rase gratis. Eh bien, demain, on va raser gratis. Et là, ce jour-là, les gens qui venaient, c'était pas prévenu, bien sûr, après Bouvard, après une page dans François, les gens venaient et au moment d'arriver à la caisse, c'était gratuit. Et puis là, il vient une cliente qui était une cliente habituelle, puis elle voit des robes, et elle a une qui lui plaît énormément, elle leur a dit je prends celle-là, et j'ai dit il y a celle-là qui vous va bien et tout. Oh, elle me dit non mais il va encore me disputer, vous savez Jean, vous le connaissez, il va m'engueuler, c'est pas possible, je peux pas dépenser d'argent, non, je peux pas prendre deux, j'en prends une, déjà je vais me faire disputer. Alors j'ai fait le vendeur à la Bernard Tapie, j'ai réussi à lui vendre les deuxièmes robes, elle m'a écouté. Et puis elle est arrivée à la caisse, et puis elle me dit, bah, alors comment je vous dois alors? J'ai dit, aujourd'hui c'était gratuit. Voilà. Et puis ce qui est resté de mes vêtements, tout n'a pas été donné, les gens ne savaient pas, ils n'ont pas couru. Et tout ce qui est resté, je l'ai mis dans une propriété que j'ai en Touraine, et dans une grande pièce, un peu grande comme celle-ci. Et puis j'ai dit, quand ma fille aura 20 ans, à ce moment-là, elle était née en 64, elle avait 7 ans, on ouvrira la porte, et on verra si ça tient encore le coup. Et ça m'a beaucoup manqué d'ailleurs, puis elle aussi, elle m'en veut. Et j'ai tout enfermé, tout ce qui restait, les tissus, les robes, tout ça, on a tout fermé à clé et puis on le verra. Puis après, pour Coluche, j'ai acheté un théâtre, et puis le déjazet, puis j'ai eu un grave accident, donc j'étais à l'hôpital, extropié, et du coup, pendant que j'étais absent, on m'a cambriolé. Alors on a cambriolé les meubles, on a cambriolé les lustres, on a cambriolé les céramiques, puis on a vidé la pièce. Et on s'est aperçu en traversant par l'étang et par la forêt qu'il y avait des morceaux de tissu et on m'a tout volé. Donc finalement, j'ai plus les vêtements. Voilà, c'est ça que vous vouliez savoir. Et j'ai donné les vêtements parce que je voulais rembourser. Et après, j'ai voulu m'occuper, j'ai perdu un doigt. Je m'occupais des gosses, des délinquants. C'est pour ça que j'ai fait un festival. J'ai fait d'autres métiers parce que la mode, ça m'a permis d'arriver. Et c'est un truc formidable. J'ai eu envie de la refaire. Quand ma fille est partie à Los Angeles, je lui ai fait faire des études là-bas à Los Angeles, j'ai eu envie d'y retourner, d'aller à Los Angeles, de changer de nom. Tout ça, c'était de l'orgueil, bien sûr. Je voulais changer de nom et revenir, leur montrer ce que c'était que la mode. Et là, ils auraient dit, bah, encore lui, mais je voulais relancer de pays des États-Unis. Mais aujourd'hui, quand je vois des tissus, je suis prêt, je pourrais encore faire une mode. Je sais ce qu'il faut faire pour d'un seul coup tout basculer. Mais bon, les gens passent leur temps, comme dans le théâtre, comme dans les romans, à faire les mêmes choses. Voilà. Donc il faut. Oui, c'est la passion. Comment? C'est la passion. Bien sûr, mais Tout je suis de la à fait. passion de la vie, de tout, des êtres humains. Je suis passionné, bien évidemment. Vous savez, je viens d'avoir 80 berges, alors vous voyez. Bon, je vous remercie encore Non, beaucoup, c'est moi qui vous remercie. monsieur. Encore. Non, mais...